Ah, est-ce que vous entendez? Désolé, vous avez manqué 2 minutes de contextualisation. Je poursuis. J'ai manqué le nom du projet, puis on le voit pas. Ah, OK. C'est projet valorisation et intégration des personnes avec savoir expérientiel. Projet VSE. VSE. Oui, voilà. Pour l'instant, à un moment donné, on va faire une diffusion avec un nom plus funky. C'est long de développer ces genres de choses. Donc, c'est un projet qui est une initiative au départ de l'AIDQ, mais qui est co-développé avec la QRP, qui est l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, qui forme des pères aidants en santé mentale depuis 2006. Le mandat, mais la gouvernance du projet est co-développée en partenariat avec le comité VSE, qui lui est constitué d'une quinzaine, en fait, de personnes, mais d'une dizaine d'organisations, qui viennent d'une dizaine d'organisations. Et les mandats du comité, c'est de définir les grandes orientations du projet et de contribuer à son co-développement, assurer une cohérence du projet avec les réalités terrain et les enjeux d'actualité, permettre la concertation des intérêts et des orientations des parties prenantes, promouvoir les bonnes pratiques de valorisation au sein de leurs équipes et contribuer au rayonnement du projet de la pratique. Merci, Mélodie. Le comité VSE, au sein du comité, il y a plusieurs personnes avec savoir expérientiel. En fait, c'est une proportion substantielle du comité qui sont des personnes avec savoir expérientiel. Il y a plus d'une vingtaine de membres, 6 régions socio-sanitaires représentées à travers le Québec. Il y a plusieurs aussi, c'est des personnes qui ont des mandats et des fonctions diversifiées. Donc, il y a des personnes en intervention, en recherche, en formation, en gestion, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs acteurs avec différents rôles. Puis, on a une structure de 5 sous-comités qui travaillent sur des mandats spécifiques. Je vais vous épargner les détails des sous-comités, mais si vous avez des questions après, on a fait venir au kiosque de l'AIDQ. On peut en parler davantage si vous êtes intéressé ou à suivre le projet. On pourra prendre vos coordonnées et communiquer avec vous par la suite si on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et finalement, il y a un projet de recherche en partenariat avec l'Institut universitaire sur les dépendances qui vise 3 objectifs. C'est dresser un portrait provincial de ce qui existe en termes d'implication des personnes avec savoir expérientiel au Québec, identifier les pratiques prometteuses pour les milieux concernés et identifier et prioriser des recommandations pour les milieux qui œuvrent en dépendance et en réduction de méfaits qui intègrent ou désirent intégrer des personnes avec savoir expérientiel. Donc, voilà pour la présentation du projet. Maintenant, petite histoire du savoir expérientiel au Québec. Et je vais faire bref parce que je ne suis pas un historien. On a fait du mieux qu'on pouvait pour regrouper des choses ensemble. Dans le fond, c'est inspiré des travaux de Michel Clément qui a travaillé beaucoup sur la valorisation du savoir expérientiel en santé mentale. Et nous, on a ajouté quelques morceaux pour que ça fasse du sens avec la réduction de méfaits et la dépendance. Donc, en premier lieu, ce qui est important de souligner, c'est la mobilisation des personnes avec des pairs, dans le fond, est venue en premier lieu chez les personnes utilisatrices de substances avant même qu'il y ait une mobilisation dans le milieu de la santé mentale. Par contre, les avancées au niveau de la reconnaissance dans les milieux publics s'est fait plus rapidement au niveau de la santé mentale. Et une des raisons, c'est que pendant qu'on avait une réinsertion progressive dans la société, on est passé de la période asiliaire où c'était complètement exclu, les personnes étaient enfermées. Réinsertion progressive dans la société, mais en même temps est arrivé quelque chose d'important, une guerre aux drogues aux États-Unis qui a eu beaucoup d'impact au Québec. Et donc, ça parle du stigma qui perdure aussi au niveau des usages de substances. Quelques points marquants, la crise du VIH-Sida. En fait, point marquant numéro 1, les regroupements tels que Alcooliques Anonymes, bien qu'ils apparaissent ici en 1970, existent depuis 1930. La crise du VIH-Sida a été vraiment un point tournant au niveau de l'implication des pairs au Québec parce qu'il y a une grande mobilisation communautaire avec le besoin d'avoir accès à du matériel de consommation stérile. Par la suite, en 2005, le plan d'action en santé mentale a reconnu les personnes avec savoir expérientiel comme des partenaires de soins. Ça a pris un peu plus de temps avant que ça se mette en place au niveau de l'usage de substances. Et maintenant, on est plus dans une ère de l'expert d'expérience, la parole au nous. Donc, on voit là, le plan d'action interministériel en dépendance a débouché sur une stratégie sur dose avec la mise en place des sites de consommation supervisés. On voit des possibilités d'implication et d'intégration
croître pour les pairs de plus en plus. Donc, de belles opportunités là. Et la prochaine stratégie nationale de prévention des surdoses qui a été déposée cette année est une belle opportunité à saisir pour poursuivre en ce sens-là et continuer à développer la pratique. Donc, je vais me taire et je vais laisser la parole à nos panélistes. Donc, première question que je vais adresser à Mélodie. Qu'est-ce que ça signifie être une personne avec savoir expérientiel? Merci, Nicolas. Comme tu as nommé, il y a plusieurs places dans lesquelles tu peux être une personne avec un savoir expérientiel. Il y en a dans les soins pour hôpitaux, il y en a dans le milieu de la recherche. Aujourd'hui, c'est sûr que là, on va plus parler des personnes avec un savoir expérientiel dans la réduction des méfaits. Dans le fond, être une personne avec un savoir expérientiel, c'est avoir vécu des expériences et s'en servir après, notamment dans notre travail, comme on fait aujourd'hui. Puis certains viennent de milieux assez difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'investir ces milieux-là, d'apporter la réduction des méfaits, dans le fond, dans des milieux où des fois, ça n'arriverait pas jusque-là, des fois. Puis c'est aussi, on peut servir d'exemple dans notre milieu. Puis on peut démontrer que des fois, quand on a un vécu de consommation de drogue qui peut être assez difficile, assez jugé, qu'il y a une valeur qu'on peut utiliser là, à bon escient dans notre travail et ailleurs aussi. Bien dit. Merci, Mélodie. En fait, de mon point de vue à moi, en fait, ça va résumer un peu ce que Mélodie, ça va venir appuyer. C'est une personne qui vit ou qui a vécu une situation dans sa vie qui l'amène à voir les enjeux, en fait, d'une société sur un autre angle, qui permet d'avoir accès justement à certaines nuances, mais aussi certaines critiques qu'on n'aurait pas pensé autrement que par ce savoir-là. Comme une de mes amies, mes collègues très chers qui nous a quittés dernièrement et qui était membre du projet VSE, Alexandra disait « Une personne avec un savoir d'expérience, c'est détenir un savoir qui ne s'acquiert pas sur les bancs d'école, mais qui coûte cher à vivre. » Et toutes les autres qui, en fait, qui équivaut à tous les autres savoirs aussi. Voilà. C'était mon petit cœur à Qui dit variété de vécu, dit aussi variété de besoins, qui dit variété aussi de potentiel. Donc, c'est tout ça qui est à reconnaître aussi chez la personne. Deuxième question. Comment les initiatives des dernières années ont-elles permis de reconnaître davantage la valorisation et l'intégration des personnes avec savoir expérientiel dans les milieux en dépendance et en réduction de méfaits? Donc, toi, Bruno, comment tu trouves que les choses ont changé dans les dernières années pour les femmes? Oui, c'est avec le temps de faire connaissance avec le monde, gagner de confiance, puis de là, faire beaucoup d'écoute, donner les meilleurs conseils qu'on réussit à s'approcher quand ils ont besoin de soins spéciaux qu'on n'a pas nous autres, on les rapproche des travailleurs de rue, puis de là, on les accompagne, ça leur donne plus confiance. Les choses s'agrandissent, ça forme comme une petite famille tranquillement. Est-ce que tu trouves que les choses se sont améliorées dans les dernières années? Oui, il y a beaucoup de services qui se rattachent plus à ça de plus en plus parce qu'ils savent qu'on rouvre la porte comme pour deux services à l'autre en même temps. On les fait connaître. Barbara, toi? Moi, j'ai la chance de travailler, tu l'as dit tout à l'heure, au programme Profond qui est né à Métadone.
Puis c'est vraiment profane, c'est né finalement, c'est né d'une volonté des pairs, des utilisateurs de drogue face à la crise des surdoses qui commençait déjà et qui faisait beaucoup de décès. Puis il y avait vraiment une inaction, c'était inconnu, c'était complètement invisible. Puis face à ça, alors qu'on savait qu'il existe un médicament, l'analoxone, qui permet de réduire les surdoses, mais on n'y avait pas accès, c'était vraiment compliqué, c'est sous prescription médicale, etc. Donc, c'est vraiment la volonté des personnes qui ont voulu changer ça, qui ont travaillé pour militer, pour changer ça, pour qu'on ait accès à l'analoxone. Et puis, Profane est né comme ça, c'est des pairs qui donnaient des formations à d'autres pairs sur comment utiliser l'analoxone. Mais c'est eux qui ont mené la bataille aussi au niveau juridique de gagner cette bataille-là, de décloisonner la chasse gardée du Collège des médecins pour l'utilisation de l'analoxone. Fait que c'est une grande avancée. Puis, je suis très fière de pouvoir participer à ce programme. Mélodie? À l'actude, il y a quelque chose dans lequel on parlait souvent. Dans le fond, on disait souvent, quand on nous implique, ça arrive souvent que c'est à la fin. On va nous demander de corriger des choses, mais c'est déjà tout fait. On demandait d'être là au début pour monter ça ensemble. Et puis, je trouve de plus en plus, en tout cas, personnellement, là, je suis dans une recherche à partir de la base 0. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai rarement entendu ça. Je pense que de plus en plus, on est entendu. Puis je pense que ce qui est vraiment différent comparé à avant, c'est qu'on est comme indispensable. Il faut qu'on soit là. L'actude, il faut que tu sois là. Il faut que vous signiez le truc à la fin. Puis, tu sais, je vais parler d'Alexandra aussi. Là, la première fois que je l'ai vue, c'était à Cactus. Elle travaillait comme intervenante, comme tout le monde. Puis elle venait du milieu, puis elle avait été engagée comme intervenante, comme ça. Puis c'était comme la première fois qu'on a vu ça. Puis maintenant, il y en a comme vraiment, vraiment beaucoup dans les STS, SIS aussi. Puis ailleurs, on a des projets aussi qui sont 100% faits par et pour les rédacteurs, les personnes avec un savoir expérientiel. Aussi les rédacteurs à l'injecteur. Ouais. Se mêler dans les champs. Oui, tout à fait. Hein? C'est essentiel d'inclure les personnes concernées à la base des projets qu'on veut mettre en place pour elles ultimement. Prochaine question. Selon vous, quel impact l'engagement peut-il avoir chez les personnes avec savoir expérientiel, Barbara? Moi, ça a eu un immense impact. Moi, je n'ai jamais eu une consommation heureuse. Ça a toujours été une série d'échecs, de pertes, de souffrances. J'ai perdu mon emploi, mes enfants, mais aussi je me suis retrouvée très, très isolée. Je m'auto-stigmatisais énormément. Je n'avais plus besoin du regard des autres pour le faire. Je l'avais intériorisé. Et quand on est venu me chercher pour m'engager à Profane, bien, sur mon savoir expérientiel, on s'est mis à valoriser ce que moi, je dévalorisais dans le regard de mes collègues. Il y avait une valorisation là-dessus, sur cette expérience négative-là. Tout d'un coup, ça pouvait servir à sauver des vies, même en plus. Fait que ça m'a valorisé vraiment à un point tel que je pense que c'est ça qui a fait que mon propre regard sur moi a changé puis que j'ai réussi à commencer à arrêter. Là, ça fait plus de 3 mois maintenant que j'ai arrêté de consommer. Puis après 30 ans, pour moi, c'est comme c'est ça, je n'ai pas d'autres mots. Puis ce miracle-là, je pense que c'est la déstigmatisation, c'est vraiment ça. Le fait que les pères se retrouvent dans des milieux de travail, sont payés, quand ils sont bien payés, là, quand ils sont il y a des enjeux, c'est sûr, mais quand ils sont reconnus à leur juste valeur, ben ça fait ça contribue à la déstigmatisation pour nous, pour le regard des autres aussi. Puis on va le dire, non plus la société va l'entendre, ça, que oui, on est capable de travailler. Puis moi, j'ai des collègues, je dis que j'ai arrêté, là, mais Profane intègre des personnes qui ont des consommations contrôlées, qui sont capables de travailler, puis qui consomment le soir, puis il n'y a pas de problème. Puis c'est comme ça. C'était comme ça que quand j'ai commencé à travailler, on m'a accepté en consommation. Puis c'est pour ça que ça a fait cet effet-là de déstigmatisation. Puis il faut le dire haut et fort, il y a des gens qui consomment et qui travaillent dans les universités, dans les hôpitaux, partout. Puis il faut continuer à le dire. Bruno, qu'est-ce que ça t'apporte à toi et aux autres pères aidants de s'engager?
Ouais, c'est valorisant de voir que le monde apprécie des services que tu leur rends et l'expérience que tu leur partages. Ça fait du bien de se rencontrer. Tu sais, quand ça fait un bout qu'on n'a pas une personne et que tu as déjà aidé, puis que là, ah, salut, comment ça va? Puis tu t'en causes un peu. C'est toutes des sensations de bien-être qu'on a acquis avec le temps. Comme je disais tantôt, ça forme une famille tranquillement. Une grande confiance qui s'est établie. Puis de là, ben, quand ils ont besoin d'aide, ils n'hésitent pas à venir te voir après ça, puis à demander pour être compris, puis si on peut trouver la porte qui cherche pour pouvoir avoir son aide. L'accompagnement, ça y fait beaucoup. Les petits gestes simples qui font beaucoup. Oui. C'est gratifiant. L'honnêteté, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Comme ça, après ça, ben, ils ne doutent de rien. Puis quand ils ont besoin d'aide, ils reviennent te voir parce que tu as donné un bon service. Merci, Bruno. Eva? Oui, merci Barbara. C'était vraiment. Sinon, j'étais comme vraiment dedans. Puis, let's go. Puis là, ça me donne l'impression que tout ce que je vais dire a moins d'impact. Il n'y avait pas tout seul. On est là ensemble, en gang. Je vais parler personnellement aussi. Je trouve que d'intégrer des pairs dans le milieu en dépendance, en réduction des méfaits, moi, ça m'a permis de faire du sens un peu à ce que j'ai vécu, pas me sentir seule, puis d'être reconnue justement de par ce que tu as vécu, c'est valide, puis que tu peux ensuite faire quelque chose avec ça, puis pas juste te stigmatiser, puis que c'est perçu comme une valeur positive et non juste comme il y a des trucs un peu plates qui sont arrivés. Fait que ça a vraiment apporté beaucoup de positif, beaucoup de confiance en moi, un sentiment d'appartenance aussi avec les autres pairs, et avec les usagers, et avec les intervenants que je côtoie dans le contexte de mon emploi. Puis aussi, ça me permet de ramener ça dans mon milieu, dans mes communautés, puis d'avoir un rôle actif aussi dans la vie des gens autour de moi qui peut être vraiment valorisant et bénéfique. On parle de gratification, d'appartenance, de reconnaissance. Tu sais, c'est des besoins importants. Là, tu sais, je pense à la pyramide de Maslow. Là, on est dans des choses importantes et marquantes là, pour les personnes. Des belles opportunités de chérir ces besoins-là. On va faire un tour de table. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'une personne avec savoir expérientiel peut apporter de plus à travers son engagement? Oh. Bonjour. Est-ce que le son est bon aussi? Bonne question, on n'a pas de micro. C'est ici le micro. OK, c'est partagé. Oui. OK, je vais aller vérifier. Désolé. Merci au sport. Donc, qu'est-ce que les pairs peuvent amener de plus à travers l'engagement pour vous? Qu'est-ce qu'ils peuvent amener de plus? C'est de pouvoir amener de nouveaux projets et d'informer le monde en étant à travers de ce monde-là, tu vis à travers. Tu peux informer et développer des projets avec le monde, demander des idées, ramasser les idées de tout et à chacun pour essayer de mettre tout ça ensemble pour être capable d'accomplir de quoi assez bien. Hier, quand on se parle au téléphone, tu me disais aussi qu'on peut rejoindre des personnes qui ne seraient jamais rejoignables par d'autres intervenants. Oui, c'est justement comme les travailleurs de rue, quand ils commencent, ils sont méconnus, puis nous autres, on est à travers de tout ce monde-là, fait qu'on peut ouvrir les portes avec tout le monde pour établir une bonne communication. Oui.
Puis faire de l'accompagnement aussi, ça n'est pas. Oui, c'est ça. Puis là, tantôt, quand tu dis que tu ne connais pas une telle personne, ben, moi t'accompagner pour faire la présentation une fois ou deux. Puis après ça, ben, tu vas voir que c'est du monde qui sont là pour aider la même chose. Tu as gagné la confiance envers les services aussi. Oui. Mélodie? Moi, je me rappelle quand j'étais dans la rue, qu'on voyait le TS arriver avec son vélo, comme les cops qui arrivent à vélo, on était comme non. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est impliqué dans la réduction des méfaits, puis là, tranquillement, bon, on utilisait plus de matériel stérile, plus de. Tu sais, mettons, quand tu signes, tu ne pas utiliser des billets de 5 piastres, utiliser des post-it, des choses comme ça, tu sais. Fait que je pense que ça implique on réussit à rejoindre des gens qui sont difficiles à rejoindre. Puis moi, je suis une fervente. Excusez, je suis là. Quand tu veux rejoindre une communauté, je pense vraiment que la meilleure façon, c'est de l'impliquer dans ton équipe. Il faut faire attention de ne pas se servir de ces gens-là pour atteindre ses fins. Ce qui peut être pas pire, c'est donner un salaire égal aux autres intervenants. Ça peut être un genre de « Hey, cool, on apprécie ton travail autant que tout le monde. » C'est ça. Barbara? Qu'est-ce que ça va être? Beaucoup de choses. Moi aussi, je suis un peu perdue. Il y a tellement de... en formation, c'est sûr que le fait, nous, on donne toujours les formations à deux, un intervenant, un pair. Et ça a été évalué, ça même par la recherche à Douglas, par Michel Perrault et tout. Le fait qu'il y ait un pair en formation, je pense que les gens sont plus... il y a une plus grande écoute, il y a une plus grande capacité de rétention, d'identification aussi pour les autres quand ils peuvent s'identifier. Donc, déjà, il y a comme quelque chose qui se passe là, puis ça fait en sorte qu'ils retiennent plus les choses qu'on enseigne, entre autres. Mais le fait d'impliquer des pairs tantôt, tu disais à toutes les étapes d'un projet, par exemple, justement, avant de monter une formation, de les consulter, ça veut dire que notre matière va toujours être plus en adéquation avec les réels besoins des gens. Quel que soit l'organisme, les actions qu'on porte, il faut vraiment s'assurer, c'est ça, de faire des choses qui rejoignent les personnes. Puis pour ça, il n'y a pas mieux que d'impliquer les gens concernés tout le temps. C'est valable en dépendance, c'est valable dans tous les sujets. Ça devrait être comme ça, en fait, partout. Malheureusement, ça ne l'est pas nécessairement. Non. Eva? Oui, moi, ça m'a un peu peur avec ce que vous disiez là, par rapport à justement rejoindre des communautés qui, parfois, ne se seraient pas senties concernées nécessairement par les services offerts par les organismes, par les intervenants. Puis aussi quelque chose, tu disais, le test qui arrivait sur son petit vélo, j'ai vraiment l'image. Puis, c'est ça, quelque chose dans la hiérarchie un peu. Tu sais, c'est pas nécessaire. Étant usagère, étant peur, des fois, tu ressens cette hiérarchie-là, puis sans nécessairement que ça soit voulu par la personne qui serait comme plus haut placée, on va dire. Puis, fait qu'il y a quelque chose de justement une relation d'égal à égal qui est vraiment perçue d'une façon différente, même si tu es dans un rôle quand même d'intervention puis une relation d'aide avec la personne, vu que tu as un vécu, puis que tu aussi peux partager ce vécu-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est valorisé dans la paraidance, de parler de son vécu aux usagers. C'est pas juste de faire comme j'ai passé par ça, mais j'ai pas le droit de t'en parler. Comme de partager ces expériences-là, ça fait que le lien se fait d'une façon vraiment différente, mais super complémentaire, je trouve. Merci. Moi, je vais parler plus en termes de recherche parce que je mène un projet qui s'appelle le projet Recherche FACE, qui valorise beaucoup la voix des personnes qui ont vécu l'itinérance, mais qui vivent encore de l'itinérance. Donc, pour moi, en termes de recherche, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que les chercheurs vont adopter des approches qui ne valoriseront pas nécessairement le savoir d'expérience à travers leur recherche. Puis, pourtant, impliquer les personnes avec un savoir d'expérience, ça a des gens qui s'engagent vraiment dans un projet, ça a vraiment une plus-value à plusieurs niveaux. Je vais vous en nommer seulement quelques-uns parce que sinon, je pourrais vous en parler pendant des heures.
J'ai vu une belle évolution dans ce projet-là et je suis très contente d'avoir pu avoir la chance d'avoir des gens aussi engagés dans le projet de recherche. Ça l'oriente de un vers les réels besoins d'une communauté, hein, parce que des fois, quand on est chercheur, on peut penser que c'est un besoin, mais quand ça vient de la communauté, c'est encore plus fort. Donc, ça permet d'orienter vraiment les recherches. Ça permet aussi d'avoir un regard qui va soulever, un peu comme je l'ai nommé, des nuances liées au système et aux institutions. Les gens qui ont vécu des injustices sociales vont être bien plus portés à cibler des bons coups, des mauvais coups aussi dans un système, ce qui nous permet d'aller plus loin aussi dans nos réflexions en termes de recherche. Et ça va permettre aussi d'interpréter les résultats de manière vraiment plus juste de la réalité. Puis, ils vont explorer aussi des zones que les chercheurs, en temps normal, ne vont pas nécessairement aller nommer parce qu'ils n'ont pas cette compréhension-là de l'expérience de vie ou même les termes, les mots utilisés, ils ne vont pas nécessairement les capter de la même façon qu'une personne avec un savoir d'expérience. Donc, voilà. Merci. Pour enchérir, hier, j'ai regardé une vidéo, puis c'est un psychiatre qui expliquait que des fois, même au plan clinique, ça permet de sortir des angles morts aussi. Tu sais. Les personnes qui ont vécu la problématique de l'intérieur, des fois, vont voir des choses que, comme cliniciens, on ne peut pas voir, ou tu sais, ils vont vraiment avoir une compréhension, ils vont être capables de situer où la personne allait, alors que tout le monde autour sont comme en train avec leur grosse théorie. Tu sais. C'est pas nécessairement ça ce qui se passe réellement. Selon... Oups, je ne vois pas à cause du petit écran, ça me prend ma feuille. Selon vous, quels sont les défis que les personnes avec savoir expérientiel peuvent vivre lorsqu'elles s'engagent ou travaillent avec leur savoir d'expérience? Barbara. Il y en a beaucoup. Je vais en nommer qu'un, puisque c'est frais à ma mémoire, puis je viens de le vivre. On parle des pairs dans les milieux de travail. Bien, là, de plus en plus qu'il y en a, bien, là, on commence à essayer pas d'institutionnaliser ça, mais de cadrer ça avec des descriptions de poste, des descriptions salariales. Et chez nous, à Profane, on s'est demandé si on voulait garder un poste réservé aux pairs ou pas. Et les enjeux, on en vit beaucoup parce que ce n'est pas évident, même au sein des pairs, on n'avait pas la même position. On avait des pairs qui étaient contre, il y avait des pairs qui étaient pour. Puis je pense que les deux se valent. Moi, j'étais la seule à tenir au poste de pair parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve ça, quand on désigne un poste de pair, on valorise toute cette expérience que la personne a vécue, on valorise par le fait même la personne aussi. Et moi, j'y tenais. Mais je comprends les arguments qui sont contre parce qu'on dit, bien, si on ne peut pas me réduire à ça, je ne suis pas que ça, je peux être un employé à part entière, je ne suis pas qu'un père. Donc, les arguments, vous voyez, c'est pas facile de trancher finalement. Donc, tous les enjeux, il y en a beaucoup, puis même au sein de la population des pères, on peut avoir des divergences d'opinion au sein même. Mais il y en a énormément, puis c'est des défis qui sont à venir, puisque là, ça y est, on a franchi les portes, on a réussi à ouvrir les portes du marché du travail, mais là, il faut faire notre place à l'intérieur de ça, puis c'est pas évident, parce que bon, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des hiérarchies, il y a tout ça, c'est pas facile, mais j'ai confiance qu'on va relever ce défi-là. Il me semble que d'avoir ouvert la porte, c'est déjà un gros pas. On va être capable de continuer. Oui, ces enjeux-là de description de poste, de titre, c'est toutes les organisations qui intègrent des pairs en ce moment qui passent au travers de ces défis-là. Eva? Moi, ça va être plus par rapport aux défis personnels. Souvent, quand on est père, c'est parce que c'est déjà quelque chose un peu qu'on fait dans notre vie personnelle. En tout cas, je parle pour moi, pour d'autres personnes que je connais aussi. Fait qu'il y a ça, il y a comme ce double rôle-là d'être constamment un père. Puis, comme Barbara disait, on n'est pas juste ça aussi. Mais ça fait quand même partie intégrante de nos vies et dans le milieu professionnel et dans notre sphère personnelle. Puis moi, le défi qui a été vraiment, que je suis encore, c'est un work in progress constant, c'est d'apprendre à mettre ses limites, d'apprendre à dire non, de naviguer au travers de tout ça en te respectant. Puis c'est vraiment pas évident parfois. Puis c'est correct de mettre ses limites, c'est correct de ne pas être juste un père aidant.
Moi, j'ai deux petits points que j'amène souvent, mais que je vais les répéter ici avec vous. Souvent, on engage des personnes avec un savoir expérientiel qui ont consommé des drogues. Et puis, on s'attend que la personne, qu'on utilise ce vécu-là, mais que la personne ne consomme pas. Mais tu sais, la personne, vous l'avez engagée, elle consomme, elle va continuer de consommer. Donc, je pense que le milieu de travail doit être acceptant de la personne, puis de qu'est-ce qu'elle fait. Puis, donc, d'avoir des milieux qui sont ouverts, qui sont acceptants, c'est vraiment important. Il faut vraiment essayer de ne pas trop juger les gens parce que ça nous arrive souvent de se faire juger. Si tu es fatigué, ben, je sais pas si tu es parti à la brossière. Non, c'est pas vrai. Nous autres aussi, on est fatigués des fois. Ah bon. Ouais. Faire attention de sauter trop vite aux conclusions. Ouais. Puis, je pense que quand on a une équipe de pères aidants ou des personnes avec un savoir expérientiel qui utilisent leur vécu, donc qui utilisent leur trauma, qui utilisent ce qu'ils ont vécu dans leur vie, il faut avoir des filets de sécurité. C'est quoi un filet de sécurité? C'est d'avoir des psys payés sur nos heures de job, c'est d'avoir de la supervision clinique, c'est d'avoir un boss qui nous écoute, des collègues qui nous comprennent. Tu sais, c'est des choses qui sont vraiment primordiales. On ne peut pas juste prendre quelqu'un dans notre équipe et dire OK, vas-y, on va partager tes traumas matin. Non. Let's go! Puis c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Ça, je pense que c'est pour tout le monde, mais je pense qu'il faut être acceptant de ça. Surtout si on n'a pas tous ces outils-là, je pense que c'est important de les développer. Puis je pense que c'est important d'avoir des comités comme ceux-là pour avoir des espaces pour le faire. Donc, ouais, c'est ça. Il nous reste un petit 20 minutes encore, ça va bien. On est presque à la fin des questions. Qu'est-ce qui favorise la valorisation et l'intégration des personnes avec savoir expérientiel dans les différents milieux? Eva, c'est moi, oui, tu reviens. Ben, je vais y aller un peu de pair avec ce que tu disais. Les filets de sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est important. La compréhension de l'équipe de travail aussi, de tous les enjeux que ça peut impliquer d'avoir un job basé sur ton vécu. Puis aussi de mettre en valeur les forces cachées, de ne pas justement être juste par rapport à ta consommation, par rapport à ton vécu de vie, par rapport à tout ça, de trouver une façon d'impliquer les gens dans les projets autrement que par ça, de vraiment pousser à développer les autres skills professionnels qu'on peut avoir, puis de pousser dans l'implication, dans les projets pour les organismes en général. Ouais. Selon toi, Bruno, qu'est-ce qui aide les pairs à s'intégrer au milieu et à se sentir valorisés? Bon, c'est l'aide qu'on peut apporter, les conseils qu'on peut donner selon notre vécu. Quand tu as fait 36 métiers, 36 misères, ça te donne plus d'ouverture pour pouvoir communiquer avec le monde et les mettre en confiance. Un coup que tu leur donnais un ou deux conseils et que si les affaires ont marché, ça ne gêne pas d'en revenir te revoir et de te remercier. Ça s'enchaîne tout. Puis aussitôt, ils ont-tu fait des choses pour t'aider, toi ou d'autres pères aidants, à s'intégrer? On faisait un meeting toutes les semaines. On était 4 pères aidants là, quand on a commencé au début. Puis, on faisait un meeting toutes les semaines. Puis on partageait notre expérience de la semaine ensemble pour valoriser plus un peu et partager notre expérience. Ça nous donne plus de chances de pouvoir atteindre le monde de bonne façon. Pour échanger des trucs aussi. On changeait le nom de père aidant à guide de rue parce que le monde se demandait c'était quoi un père aidant au début. Puis, ils demandaient la permission au gouvernement pour. Puis, là, ils ont accepté comme quoi qu'on pouvait s'appeler guide de rue. Comme les travailleurs de rue, ça rapprochait, fait que le monde comprenait mieux c'était quoi notre base de travail. Comme les branches d'un arbre, on rencontre le monde sur la rue, puis on les apporte aux travailleurs pour qu'ils puissent nous donner les coups de main qu'ils veulent avoir.
aller en détox, et ainsi de suite. Les branches de nage, ça, c'est une belle analogie. Caroline? Mais c'est mon tour. En fait, je vais comme répéter un peu, mais c'est en termes de recherche, là, encore, je mets le tout là-dessus parce que je mène la recherche. Puis pour moi, les études m'ont permis d'avoir une certaine opportunité de valoriser en fait la voix des personnes avec un savoir d'expérience. Ça m'a pris plusieurs années et j'en suis là. Donc, je vais mettre plus à la recherche. Bien, il y a des enjeux de pouvoir, hein, même en recherche, c'est super important là, de les réduire le plus possible. On sait que c'est dans un monde idéal, devrait être réduit à 100%, mais du moins avec certaines implications, bien, au moins les réduire au maximum. De créer des espaces sécuritaires où les gens peuvent être soi-même, mais aussi peuvent avoir l'espace d'exprimer ce qu'ils vivent aussi pour justement s'assurer qu'ils se sentent considérés là, à travers la recherche, être flexible. Ça, je pense que c'est la plus grande force d'un chercheur, là, la flexibilité et l'adaptation face à ce savoir-là. Il y a le soutien émotif. Là, ces gens-là qui s'engagent avec leur trip pour pouvoir avoir un changement social, bien, il faut s'assurer qu'ils n'ont pas trop de pression, qu'ils ne portent pas ce changement-là seulement sur leurs épaules. Et il faut aussi prévenir l'épuisement. Ça, c'est hyper important parce que quand tu travailles avec tes tripes, ben, ton outil, c'est toi-même comme un intervenant. Fait que c'est super important de le considérer. Je ne le dirai jamais assez aussi, les salaires en intervention sont importants, mais en recherche, on parle de rétribution, on parle de compensation, mais quand la personne s'implique de façon à être engagée, ça serait important de aussi leur donner une stabilité au niveau de l'emploi parce que ça permet justement de reconnaître son savoir équitablement aux autres. Et valoriser les compétences, hein, parce qu'on n'est pas juste des pairs, on a des compétences, on veut les renforcer, on veut en développer d'autres, justement pour développer une meilleure autonomie en recherche et le soutien culturel, d'inclure ces gens-là, ça fait partie de l'espace sécuritaire selon leurs valeurs, leurs croyances aussi et leur culture. Donc, voilà. Donc, la dernière question, on va faire un tour de table. Donc, quels seraient vos souhaits pour les prochaines années? Bruno? Ce serait de la consommation propre, qu'on puisse avoir de la dope de qualité, puis moins de danger pour les overdoses, puis qu'il y a moins de scrap dedans, que ce soit plus contrôlé du point de vue informatique ou ornement pour qu'on puisse consommer de quoi de bon. Comme ça, on ne fait pas d'overdose. Ça diminuerait beaucoup les problèmes. Mélodie? Je pense que ça serait super d'avoir un guide pour l'intégration des pairs dans les équipes de travail. Puis, je pense vraiment dans les prochaines années, il va falloir qu'on prenne un temps pour comme, sensibiliser les gens aux surdoses parce que c'est vraiment une épidémie qui se passe dans le noir. On n'en entend pas vraiment parler, sauf à tout le monde. Je pense qu'il y a des opportunités comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon équipe de travail, on a été beaucoup réticents face aux médias aussi. Parce qu'on a un peu peur, on ne veut pas qu'ils défassent nos dires, ces choses-là, mais je pense que dans les années qui vont suivre, il va falloir qu'on se mette davantage là-dedans pour que les gens ils comprennent qu'est-ce qui se passe vraiment. Moi, j'ai perdu un ami hier, j'ai perdu Alex. Je veux dire, c'est comme ça l'arrête juste jamais. Je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose. On peut pas, ça ne peut pas rester comme ça. Ça va en augmentant tout le temps. Tout le temps. Fait que juste au Québec, 2 personnes par jour, c'est vraiment. Ouais. Barbara? Ben, mon Dieu, les soins,
Il y en a tellement. Oui, ben, comme elle a dit, je pense que c'est important pour ce qui est des milieux de travail d'avoir un guide, d'avoir qu'on puisse, un projet comme celui de Nicolas est essentiel, me semble capital, parce que de faire, ne serait-ce que d'aller voir ce qui se fait dans les autres milieux, où est-ce qu'ils sont rendus, etc., parce que c'est nouveau, puis on ne va pas faire ça tout seul. Puis je sais qu'il y a des enjeux qui sont propres à chaque organisme. Je comprends ça, puis qu'on est capable de le faire tout seul. C'est pas ça la question. Mais je pense que c'est important de mettre en relation nos pratiques pour voir, oh, ça, ça comme ça, on va ça comme ça. Puis on va comme ça, tout le Québec au complet, ensemble, le milieu communautaire au complet, on va pouvoir grandir puis s'assurer que notre place ne disparaisse pas parce que c'est une possibilité. Il faut toujours rester vigilant, à mon sens, parce que ça pourrait disparaître. C'est nécessaire. Oui, voilà. Ben, ça va on suit dans les idées. C'est quoi le. Ouais, bon. Les grands esprits se rencontrent. C'est ça. Ben, c'est ça, un outil pour l'intégration des pairs dans les organismes, dans le milieu, etc. Puis aussi que les personnes qui ont un pouvoir décisionnel sur ce qu'on fait, les personnes qui ont un pouvoir sur l'argent qu'on a pour mettre à terme nos projets, pour développer tout ça, commence à écouter un peu plus. Oui. Ça serait vraiment, vraiment cool. Puis que ça soit valorisé, justement, le par et pour, la paire aidance, d'écouter les personnes concernées par les sujets et non juste ceux-là qui ont fait des recherches là-dessus, qui n'ont pas nécessairement assez concerté les gens concernés. C'est pas mal ça, mon souhait pour les prochaines années. Sur la recherche. Mais je souhaite vraiment que le milieu communautaire se positionne sur l'intégration des personnes avec un savoir d'expérience. Parce que souvent, les balises viennent du haut, ils viennent du milieu de recherche, mais il faut qu'on se positionne afin de créer justement des balises qui vont valoriser, mais qui vont inclure les personnes avec un savoir d'expérience en les considérant et en s'assurant qu'il y ait les bonnes conditions pour le faire aussi. Si on l'oublie, que ce soit pour le transport, connexion à Internet, n'importe quoi, c'est hyper important si on veut avoir un engagement. Puis que les chercheurs optent aussi pour des postures épistémologiques qui vont éviter les rapports de pouvoir et qui vont permettre à la communauté de développer leur autonomie pour faire de la recherche. Tu sais, à un moment donné, on a beau être là, mais la communauté aussi doit développer ses compétences aussi pour faire de la recherche. Et voilà, c'est mon mot. Merci. Merci, Caroline. Il nous reste un petit 10 minutes, fait que je vais faire bref pour le retour à la synthèse, pour que vous ayez un peu de temps pour poser des questions. En fait, je pense que je vais résumer ça. Moi, mes souhaits, en fait, c'est qu'on continue dans la reconnaissance et l'investissement du savoir expérientiel. Je pense qu'on a parti quelque chose, mais j'aimerais ça que ça continue. Mais pour ça, ça prend différentes choses. D'une part, ça prend des bonnes conditions d'embauche, d'emploi, de stabilité, puis pas juste du financement par projet pour les personnes avec savoir expérientiel. Ça prend des milieux fertiles et outillés, qui sont prêts, qui connaissent, puis qui comprennent les défis, mais qui sont motivés, puis qui ont fait une réflexion par rapport à tout ça avec les personnes concernées. Ça prend une reconnaissance du potentiel et de l'apport unique. Donc, il faut considérer que c'est un travail multidisciplinaire. Il faut vraiment reconnaître la particularité des personnes avec savoir expérientiel comme une discipline en soi. Ça prend des réflexions en équipe pour que tous se sentent qu'ils ont leur place. Ça prend le soutien financier nécessaire pour que les personnes avec savoir expérientiel puissent se développer dans leur développement professionnel et atteindre leur plein potentiel. Puis, je pense qu'il faut surtout y croire. Et dans le fond, pour la suite, je vous inviterai juste à venir nous voir au kiosque si vous avez le goût d'en parler davantage, à venir nous laisser vos adresses courriel si vous voulez avoir un suivi sur le projet. En fait, nous, on a un dîner de comité à l'Agora ce midi. Donc, on ne se regroupe pas en comité, mais je pense que c'est aussi l'opportunité que les gens réseautent avec les membres du comité. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus.
Donc, voilà, je vous laisse la parole pour vos questions, commentaires. On vous demande, étant donné qu'il nous reste moins de 10 minutes, s'il vous plaît, on vous demande de réduire votre question, votre commentaire à 1 minute. Allez directement au but pour nous donner le temps de répondre, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour d'avoir partagé vos savoirs expérientiels avec nous. Très aidant. Ma question, je voulais juste revenir au début, il y avait un ligne de temps qui était intégré par un élément où vous avez, je pense que c'était un peu la période de témoignage, mais qui va jusqu'à 2005, puis ensuite on passe, ça évolue. Donc, c'est juste vous demander un peu comment vous voyez la place du témoignage actuellement. J'imagine qu'il y a une critique un petit peu en disant qu'on ne peut pas réduire le savoir expérientiel juste au témoignage, pour aller plus loin que ça. Puis, je pense que c'est Mélodie qui a souligné encore un peu des réticences face aux médias. Donc, peut-être qu'il faut pousser à en faire plus, mais en même temps, il y a des hésitations. Donc, c'est la question juste les gens dans le témoignage. Est-ce que ça a toujours son importance ou pas vraiment? Je vais dire un mot, mais après, je vous laisse répondre. C'est que Michel Clément, ce qu'il a dit par rapport au témoignage, c'est que le témoignage, c'est... en fait, à travers le témoignage, il n'y a pas de dialogue entre les personnes. C'est la personne avec savoir expérientiel témoigne, puis moi, comme autre personne, clinicien, je prends ça, je ne te dis même pas ce que je vais faire avec, puis je m'en vais avec, puis je travaille avec. Alors que dans l'expérience de la parole au nous, il y a un dialogue, il y a un échange. Puis là, on fait ça, les choses ensemble. Pour le reste, je vais laisser mes panélistes. Les panélistes, d'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut prendre parole? En fait, Vas-y. Prends la parole. Non, j'arrive. En fait, je pense que le témoignage est encore effectif. On parle des bibliothèques vivantes aussi. C'est un concept où tu peux rencontrer une personne. Je pense qu'il y a une façon de le faire, que ce n'est pas juste la considération du témoignage, mais de la personne dans son ensemble. Moi, dans les médias, je trouve qu'ils vont beaucoup sur le sensationnalisme. Qui veulent juste savoir ma vie, puis pourtant, c'est pas essentiel de parler au nous, de transporter différentes expériences vécues à travers mon discours est aussi puissant que plutôt juste ciblé sur combien d'années d'itinérance que tu as fait. Fait que cette question-là, dès que le journaliste le demande, je le passe à un autre. À partir de ce moment-là, je ne me sens pas considérée en tant que personne, puis mon savoir, je trouve qu'il finit par être un peu dénigré. Je ne sais pas si ça répond totalement un peu. Je rajouterais peut-être très rapidement que le témoignage, c'est pas justement comme Caroline le dit, je pense qu'on parle de savoir expérientiel et de témoignage, c'est pas juste des faits, c'est pas de dire bon, j'ai été 10 ans sur la rue, j'ai consommé tant de substances, j'ai fait ceci, mais ça prend une certaine distance. Je pense pas que quelqu'un qu'il y a juste 2 semaines de consommation serait capable de livrer un savoir expérientiel. Ça prend un certain temps, une certaine distance, une certaine mise en mots, mise en récit, parce que si au lieu de dire j'ai été 10 ans dans la rue, si je suis capable de livrer comme témoignage comment je me sentais, ce que ça m'a fait, ce que ça a eu comme conséquence, bien là, ça devient un savoir qui peut être transmis et échangé et peut s'intégrer dans les autres savoirs. La distinction entre vécu, savoir et compétence. Oui, c'est ça. J'ai aussi une affaire à ajouter. Que justement, pour beaucoup de personnes, de lire un témoignage mettons, monsieur et madame tout le monde qui n'est pas nécessairement au courant de tous les enjeux de la crise des surdoses, de la consommation, etc., qui va lire un témoignage, ça va comme humaniser un peu le concept qu'ils ont vu, puis qui ont probablement des jugements, des préjugés par rapport à tout ça. Fait que dans la diversité de tout ce qu'on peut faire, le témoignage, ça peut être une base de rejoindre des gens qui ne se seraient pas souciés ou c'est ça, de rejoindre autrement. Fait que c'est une implication à part entière, mais différente, puis tout aussi valide, mais que de ne pas juste se fier à ça aussi. C'est ça la base de ce qu'on fait. Tu as raison, parce qu'on a été tellement criminalisés, j'aurais de le goût de dire démonisés, qu'il faut humaniser le témoignage. Oui, j'arrête. Non, c'est bon, j'aimerais prendre au moins une autre question. Dominique? Oui,
Oui, bonjour. Bien, premièrement, merci à tous, mes sympathies, qui a perdu quelqu'un. Dans le témoignage, ça dépend aussi de la clientèle. Nous, on est en jeunesse, en prévention universelle, donc le témoignage, des fois, ça peut donner une impression aux jeunes de « bah, gaz, pas si peu consommer, regarde la madame, elle est correcte, elle s'en est sortie, la madame. » Mais pour ça, oui, c'est un sujet touché. Là où je voulais aller, moi, par exemple, c'est plus, je suis contente que vous ayez nommé l'intégration des pères aidants dans le système qui est vraiment extrêmement compliqué. Je travaillais dans une équipe cible où on en avait des pères aidants, mais ils sont souvent un peu exclus. Ils ne sont pas avec les intervenants, ils ne sont pas sans les intervenants. C'est comme difficile. Puis de un, le père aidant n'est pas qu'un père aidant, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'intervenant non plus n'est pas qu'un intervenant. Les intervenants, on a de l'expérience qu'on ne peut pas mettre de l'avant. On nous interdit de le faire. Et même au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on va cacher, et même dans les milieux en dépendance et en santé mentale. Quand tu travailles comme intervenant dans le réseau en santé mentale et même en organisme communautaire, c'est juste que tu vas cacher. Tu ne dis pas. J'ai des collègues qui avaient des rendez-vous chez des psychiatres qui ne disaient pas où ils allaient. J'ai des collègues qui consomment qui ne vont jamais le mentionner parce que c'est mal vu, c'est mal perçu et tu tombes directement, comme vous l'avez nommé, elle n'est pas rentrée hier, pour moi, c'est parce qu'elle a. C'est ça. Puis même si tu es intervenant. Donc, il y a énormément de travail à faire là-dedans. Puis je trouve ça le fun d'en entendre parler parce que oui, en tant que travailleuse sociale, je n'ai pas de vélo, j'arrive pas en vélo. C'est correct, car moi aussi, j'arrive à vélo à ce temps. Mais tu sais, il y a aussi des intervenants comme moi, on parlait de coming out tantôt, qui arrivent sur le tard après un gros vécu, qui font comme, OK, moi j'ai envie comme un peu de sublimer mon vécu, de faire quelque chose de constructif avec, de donner un sens. On choisit la porte des études, mais quand on sort de là, c'est comme s'il fallait nier tout notre vécu. Comme s'il n'existait plus, on ne peut pas le mettre de l'avant, on ne peut pas l'utiliser. Ou si on voudrait l'utiliser, les balises sont floues ou inexistantes. Ils commencent à apparaître en lien avec les pères aidants. J'espère que votre travail va permettre d'aller plus loin là-dedans, puis qu'à un moment donné, les intervenants vont pouvoir aussi, à un moment donné, avoir un guide puis des balises pour amener notre expérience. Mais tout ça, merci, puis lâchez pas. Là. Merci. Merci.